Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois je retrouve mon équipe de chroniqueurs préférés pour décortiquer l'actu ciné du moment. Alors pour ça on analyse les films en long, en large et en travers. Donc si vous n'aimez pas vous faire spoiler, on le redit à chaque fois, mais vraiment si vous n'aimez pas ça, eh bien allez d'abord au cinéma et revenez nous écouter ensuite. Et puis en plus aujourd'hui on ne traite qu'un seul film au programme épisode spécial puisque le seul et unique film dont on va parler ce soir c'est Ferrari, le dernier Michael Mann. Et pour décortiquer ça comme il se doit, j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut Clémence. Pierrick. Bonsoir Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Du côté de la console, c'est toujours ce cher Alain qui est au frein et à l'accélérateur en même temps. Salut. Et puis on remercie Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, nos premiers soutiens, c'est d'abord vous, chères auditrices, chers auditeurs. Et à la date à laquelle ce podcast, cette émission sort, eh bien, ça y est, la campagne de financement de notre nouveau MOOC est bouclée. Et on a même dépassé les 200%. Le MOOC, il est là, je vous le montre. Voilà, donc ce numéro 1 de Capture Mag spécial Friedkin, campagne bouclée à plus de 200%, donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont précommandé leur numéro. Ça va aller très vite, surveillez vos boîtes aux lettres puisque normalement les livraisons vont se faire là dans la semaine qui vient, si je dis pas de bêtises. Alors dans la semaine je ne sais pas, parce que ça c'est un exemplaire test, il faut le préciser. Souvent on reçoit un exemplaire test juste un peu avant de vraiment tout lancer toute la production. Donc oui, là normalement en fait d'ici fin mars on devrait pouvoir avoir livré tout le monde, l'espère en tout cas. C'est ça, livraison prévue fin de mois. Et puis si jamais malgré toute la communication qu'on a fait autour de cette opération vous n'avez pas précommandé, eh bien ne pleurez pas, vous allez pouvoir retrouver ce MOOC en librairie dès le 3 avril. Et puis vous pouvez aussi, bien entendu, toujours nous soutenir. Ça, MOOC ou pas MOOC, c'est toujours le cas. Ça nous aide à financer nos émissions, ça nous aide à nous faire vivre, tout simplement. Pour ça, rendez-vous sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee.com, mot-clé Capture Mag. On vous en dira un petit peu plus sur tout ce que ça peut vous apporter à la fin de l'émission. Aujourd'hui, donc, on va parler de Ferrari, le nouveau film de Michael Mann, dispo sur Amazon Prime depuis ce vendredi 8 mars. Alors, on connaît l'amour de Mann pour tout ce qui roule, surtout quand ça va vite. Hit ou Collatéral, pour ne citer que dans sa filmo, mais aussi Le Mans 66, qui n'a pas été réalisé par lui, mais sur lequel il était producteur exécutif, sorti en 2019, et donc réalisé par James Mangold. Avec Ferrari, focus sur l'année 1957, une année compliquée pour Enzo Ferrari, le patron de la marque au cheval cabré. Côté pro, son usine est au bord de la faillite. Il l'a construite avec sa femme Laura à partir de rien après la guerre. Et puis côté perso, il a perdu son fils Dino 1 an plus tôt et son couple a du mal à s'en remettre. Ajoutez à ça un fils illégitime, des journalistes prêts à lui tomber dessus à la moindre occasion. Une année compliquée donc. Et pour se refaire, eh bien, il décide de tout miser sur une course, la Mille Miglia. Je suis pas sûre de bien le prononcer en italien. C'est Mille Miglia. Merci. La Mille Miglia, 1000 miles à travers l'Italie. Alors, là, tout le monde l'a vu. Est-ce que, déjà, quelqu'un est particulièrement enthousiaste, a envie vraiment de crier son amour à ce film, ou est-ce qu'on est sur un échange un peu plus tempéré ? Non, crier son amour, ce serait, un petit peu exagéré à la mesure de la carrière de Michael Mann. Crier son amour pour Michael Mann, par contre, oui, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a des scènes absolument incroyables dans le film. Moi, je vais déjà juste préciser un premier souci, c'est qu'on découvre tous le film en vidéo. Donc à la télé, c'est un film de Michael Mann.
On est arrivé donc aujourd'hui à un stade où ces films-là, en fait, c'est des direct-to-vidéo, techniquement, voilà, ce qui est quand même un problème, pas aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, ça sort en salle. Nous, on est la banlieue de la planète. On se retrouve avec il faut avoir un abonnement Amazon Prime pour le voir, quoi. Et en gros, ça fait un peu chier, quoi, parce que bah, dès que tu lances le film, le scope est incroyable. Voilà, je veux dire, tout est déjà là. Et c'est pas quelqu'un qui a perdu totalement ses moyens. Il perd jamais totalement ses moyens. Et moi, il y a des films que j'aime pas, hein, de Michael Mann, trop, en fait, comme Public Enemies, par exemple, ou qui est un film problématique pour moi. Mais ça reste un film, de toute manière intéressant à regarder. Et là, c'est le cas de Ferrari aussi, quoi. Ferrari, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ça fait 30 ans qu'il essaye de le monter. Donc, quand tu as parlé justement de Ford versus Ferrari, c'est-à-dire Le Mans 66, il y avait déjà une première confusion autour de la sortie du film, où je me demandais si c'était vraiment ce projet-là que Michael Mann devait tourner. Il était question qu'il le tourne en tant que réalisateur, et puis finalement il l'a mis de côté. L'autre confusion supplémentaire, c'est qu'il était question que Christian Bale joue le rôle de Ferrari dans son biopic en 2015, parce que le film a failli se lancer plusieurs fois. Toujours avec le même scénario, hein. Le scénariste du film est décédé depuis 15 ans, quoi. Donc il a un crédit posthume 15 ans après son décès, quoi. Donc c'est Troy Kennedy Martin, hein, pour le citer. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments qui rendent déjà le film, je pense, en soi passionnant. C'est-à-dire que voilà, quelque part on se dit, c'est un film qui a failli ne pas se faire, en fait. On a fait beaucoup de podcasts. On a fait un long podcast sur Michael Mann avec Rafik et avec Julien à l'époque, il y a quelques années. On a fait là récemment un podcast sur Kubrick qu'on a terminé, et on parle des projets avortés de Kubrick, quoi. Ça aurait pu en être un. Donc quelque part, il y a cette idée, c'est-à-dire ça aurait pu être un projet avorté de Michael Mann, c'est ça que je veux dire, pardon. Parce que je vois Rafik qui a tourné la tête et qui m'a dit que Kubrick a failli réaliser... voilà, je me suis repris, donc, pour que tout le monde comprenne bien. Non, mais c'est aussi la politique de ces plateformes d'aller chercher ces projets... Ce n'est pas produit par Amazon, hein. Ce n'est pas du tout produit par Amazon, hein. C'est financé par une... Mais c'est distribué par Amazon. Oui, alors en France... Je crois que c'est Amazon qui a tout de suite acheté le film, en fait. C'est-à-dire que le film se faisait pas si Amazon l'achetait pas. Oui, hein. Ah ouais. Bon, en tout cas, parce que moi je vois qu'il y a une logique de distribution indépendante, avec des espèces de holdings qui se mettent en place à chaque fois. En fait, c'est un système que, hélas, on est presque condamné à voir se répéter. On l'a vu avec le Pinocchio de Del Toro, on l'a vu avec le Manque de David Fincher. Voilà, ces films qui, en fait, depuis des années et des années, nous sont annoncés, ne finissent par se faire que par le portefeuille de ces plateformes, quoi. Ouais, et là, en l'occurrence, en fait, donc il y a déjà cette notion que, pour moi, ça rend le projet passionnant. Après, il y a la notion de comment est-ce que Michael Mann, lui, peut le faire financer aussi. Donc on a parlé d'Amazon, mais il y a aussi l'idée d'avoir des acteurs un petit peu bankable. Et là, on se retrouve avec, que moi j'aime beaucoup, hein, dans l'absolu, Adam Driver, qui est plutôt pas mal dans le film, hein, je vais pas lui enlever ça, mais qui, commence doucement à devenir un petit peu le fossoyeur de tous ces réalisateurs, en fait, parce qu'il tourne avec tous, quoi, c'est-à-dire tous les grands réalisateurs de la belle époque, quoi. Et en fait, il utilise son crédit Star Wars, je pense, hein, tout bêtement, pour pouvoir faire des films avec eux. Mais il a commencé à avoir une belle brochette de réalisateurs dans sa carrière. Il a Scorsese, bon, moi je suis pas fan de Ridley Scott, mais il a Ridley Scott, ça reste prestigieux. Il a donc maintenant Michael Mann. Et on a l'impression que c'est un peu, casons-le comme on peut le caser, en fait, pour faire financer ces films-là, quoi. Moi, en tout cas, je commence à un peu à voir ça. C'est-à-dire sur cela. Je pense que c'est pas le premier choix de Michael Mann. Je pense qu'il s'en tire plutôt bien. La personne qui s'en tire le mieux pour moi dans le film, c'est Penelope Cruz, quoi. Penelope Cruz qui joue sa femme. Voilà, et que je trouve le rôle est incroyable. D'autant plus incroyable que si tu commences à regarder un petit peu les vraies personnes, en fait, physiquement elle ressemble absolument pas à ça, la femme de Denzo Ferrari, quoi, voilà. Et après il y a ce choix intriguant de choisir vraiment, en fait, un moment clé de est-ce que, en fait, Ferrari va s'arrêter ou va continuer.
Et souvent dans les biopics, il y a parce que c'en est un, il y a cette notion que, comment dire, tu voudrais peut-être avoir le spectre large, ou alors vraiment se poser une question sous un angle. Et là, c'est extrêmement intéressant, je trouve, en fait, qu'il aborde cette chose sous cet angle-là. On est vraiment focus uniquement sur l'année 67, voire même sur l'été 57, pardon. Vraiment sur l'été 57. Sur la survie, sur un moment clé, en fait, un moment clé dans sa vie, dans la vie d'entreprise, dans sa vie personnelle. Ouais. En fait, Michael Mann parle en anglais de crucible, de creuser. D'ailleurs, en fait, pour lui, et pour le coup, on peut lui faire confiance, il a fait des recherches pendant littéralement des décennies. Pour lui, c'est l'année où toutes les problématiques autour du personnage de Ferrari se sont croisées, en fait, en un seul événement qui était cette fameuse course. Voilà, et ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, en fait, c'est que apparemment, le poids des années, c'est-à-dire sur le projet, lui a permis aussi un tout petit peu de recentrer en fait le film sur le personnage de son fils, qui est donc pas celui qui est décédé, mais justement son fils, qu'il a illégitime, son fils légitime, qui a pris la tête ensuite. Exactement, et ce que ça représente comme cœur émotionnel en fait dans le film. Alors moi je trouve que c'est pas totalement abouti de ce point de vue-là. Je pense que le relationnel entre lui et sa femme, je le trouve beaucoup plus intéressant que finalement le relationnel avec la femme qu'il aime vraiment en fait à côté, quoi, sa maîtresse, on va dire. Je trouve que le relationnel en fait qu'il a à ses employés est aussi plus intéressant quelque part que voilà, parce que il y a un vrai truc en fait de Michael Mann dit cette chose en fait où quand on lui pose la question sur quel est l'essentiel de son cinéma, il y a cette notion de faire vivre aux gens ce que vivent ces personnages en fait au quotidien. Et par exemple c'est hyper flagrant quand on regarde un film comme Révélation, où le simple fait que le personnage de Russell Crowe ait une gamine en fait qui a un souci de santé et qu'elle soit asthmatique, d'un seul coup ça devient une énorme scène de tension en fait au moment où il faut la soigner parce qu'elle a une crise, quoi. Et ce genre de choses là, c'est la raison pour laquelle on aime Michael Mann, quoi. Il y a quelques scènes comme ça dans le film, on en reparlera après. Mais ces éléments de vie, comme ça, des repas, des machins, moi c'est ça qui m'intéresse en fait c'est les façons dont ils parlent entre eux en fait, quand ils fabriquent leur bagnole, quand ils réfléchissent à comment la course elle doit se poser. C'est les éléments en fait qui m'intéressent moi dans le film et que je trouve assez passionnant. Et puis après t'as les très grosses scènes impressionnantes, quoi. C'est les détails qui humanisent. Totalement. Après je pense que... Oui, puis c'est son côté documentariste, comme tu disais, que ce soit quand il fait Hit, il va interviewer pendant des années des cambrioleurs, des trucs comme ça, et là on sent que il est proche des mécaniciens, il comprend leur métier, il a envie de communiquer la relation qu'ils ont avec Ferrari, etc. C'est-à-dire pas pour des besoins de sa fiction aussi, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça que je voulais dire, quoi. Bon, j'ai un peu débroussaillé un peu le terrain, mais je suis pas parti dans tous les sens, mais je vais laisser mes amis parler. Parce que j'ai l'impression que Rafik il aime pas trop le film. Ouais, on a beaucoup exagéré. Moi je l'ai vraiment regardé, je dirais, je suis vraiment rentré par la petite porte en fait. Je m'intéresse pas du tout à l'automobile en général, à la course automobile encore moins. Donc j'ai vraiment regardé ça en ingénu, on va dire, en mode ah oui, tiens, c'est intéressant, je savais pas, je découvre tout en fait. Et la première chose qui me frappe, alors bon, en tant que gros bourgeois, moi j'ai regardé ça sur le vidéoprojecteur, donc, du coup effectivement la réflexion que je me suis faite, et notamment dans la deuxième partie du film, c'est bordel, c'est vraiment pas possible de sortir un truc comme ça sur une plateforme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des scènes incroyablement spectaculaires, donc je suis très content d'en avoir profité, mais c'est un peu dégueulasse que les gens qui peuvent aller en salle ne puissent pas voir ce film en salle. Et donc moi je suis vraiment rentré par la porte de l'histoire. Et alors déjà, première chose, je n'ai pas du tout vu les comédiens d'emblée. C'est-à-dire vraiment, dès le début du film, il me les a vendus. Même si évidemment on les reconnaît derrière le maquillage et tout ça, mais les personnages sont plantés en fait, je trouve très efficacement, et comment dire, il y a un côté il y a un côté tricherie un peu qui m'a plu, parce que ça démarre, en fait le film démarre par des images d'archives en noir et blanc des courses automobiles que Enzo est censé avoir disputées quand il était lui-même coureur, et
Et en fait, alors c'est du noir et blanc, bien délavé, bien griffé par le temps, mais avec des cadres qui sont typiquement Michael Mann. Et je sais pas, il y avait presque un côté ludique en fait d'imaginer Mann en train d'essayer de faire un film des années 20, alors qu'en fait il en est incapable. Tout ce qu'il sait faire, c'est du Michael Mann. Et surtout, il en est d'autant incapable que je pense que c'est un des premiers à avoir utilisé les caméras numériques. C'est ça. Ouais. Donc en fait, à partir de là, je pense que la tricherie justement, elle peut pas fonctionner en fait. Moi, c'est un des trucs qui m'a pas trop fait rentrer dans le film, quoi. Et je m'attendais un petit peu effectivement à une forme de biopic, genre pour lequel j'ai peu d'affection, parce que précisément le fait qu'on me raconte une vie, je m'en fous. Et donc j'ai apprécié le fait qu'on me plonge d'emblée dans cette problématique en me laissant déduire un peu ce qui se passe, puisqu'on le voit effectivement se réveiller dans une maison et la quitter un peu comme un voleur pour ensuite se rendre dans une deuxième maison où il y a une femme qui l'attend avec un pistolet à la main. Donc tu débarques là-dedans, tu fais ok, ça a l'air compliqué cette histoire. Bon, et cette structure m'a bien plu parce que en fait, en plein milieu du film, vraiment au milieu pile poil, il y a une scène d'opéra. Sur laquelle on reviendra parce que je pense qu'elle est très importante pour le film, qui ne fait au fond que résumer pour le spectateur ce que le spectateur a compris. C'est-à-dire en fait, tu as passé toute cette première heure à recoller des morceaux, à dire ok, alors ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça, et arriver à l'opéra, c'est ok. Donc t'as bien saisi, tout ça est cristallisé autour de cette scène-là. Maintenant, ce côté en fait ludique m'a vraiment plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le film. J'ai pris aussi. Comment en fait, il aime bien en fait. Non, parce que je pensais que Stéphane te laissait entendre que t'aimais pas. Non, mais parce qu'on considère que j'aime aucun film en fait. Oui, il a fait ça sur le podcast Kubrick, je te rappelle. Voilà, mais c'était le côté ludique qui m'a surpris parce que j'associe pas ludique avec Michael Mann. Il a quand même, il faut le dire, Michael Mann a un côté un peu austère, c'est un peu le personnage de De Niro dans Hit, quoi, qui regarde la mer. L'expert, quoi. Tu vois quand je te dis qu'il aime pas, et tu vois quand je te dis qu'il aime pas les films. Si, il aime Hit. Je sais qu'il aime Hit. Il préfère Révélation. Non, il aime pas trop Hit. Non, mais il préfère Révélation à Hit. Il y a un côté un peu glacial souvent que je ressens chez Mann, que je ressentais pas là. Alors, est-ce que c'est du fait de l'Italie ? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un truc sur lequel Michael Mann a pris beaucoup de plaisir. C'est justement cette question opératique associée au mélodrame, puisqu'en fait, il faut le dire, ce film, c'est vraiment un mélodrame. Ça ne raconte pas une histoire au sens avec en 3 temps, début, acte, fin, etc. C'est vraiment comment des personnages sont prisonniers de leurs propres contradictions et ne parviennent pas à en sortir. Et d'ailleurs, ils n'en sortiront pas, quoi, parce que comme lui-même le dit, Michael Mann en l'occurrence, il dit il y a qu'au cinéma qu'on résout les contradictions. En fait, dans la vie, on les emporte dans la tombe. Et d'ailleurs, on peut le spoiler d'emblée, le film se termine quand même sur une image de cimetière, tu vois, au sens tout ça ne sera au fond jamais résolu, quoi. Et cette scène d'opéra, du coup, elle plante vraiment ce mélodramatisme, parce que déjà le morceau qu'il a choisi, c'est un morceau de la Traviata dans laquelle un personnage, c'est un couple d'amants, et le mec ne peut pas se marier cette fille. En gros, il est empêché par la société, on va dire, par les convenances, quoi. Et cette fille-là, elle est condamnée. Elle va être malade, elle va mourir. Et en fait, elle sait que les promesses que ce mec est en train de lui faire, il pourra jamais les tenir, il sera jamais à la hauteur. Mais elle joue quand même le jeu, et elle chante quand même avec lui. Et en fait, dans ce duo, ils chantent sur des gammes différentes, en fait, qui cherchent l'harmonie, ce qui est le principe même d'un duo à l'opéra. Et c'est exactement ce que ces personnages, en fait, cherchent à faire dans le film. Ils cherchent à s'harmoniser les uns aux autres, mais ils sont pas du tout synchrones. Au fond, Enzo et le personnage de Penelope Cruz, c'est Laura. En réalité, ils sont dépendants l'un de l'autre. Ils cherchent absolument à vivre ensemble. Ils peuvent pas vivre ensemble. Ils ne trouvent aucun point mais moi, je trouve absolument magnifique dans leur relation. Ouais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une... Bon, après, ils sont présentés dans un flashback comme un couple amoureux, hein.
qui est meurtrie par ils sont pas seulement liés par leur affaire. Et d'anciens chanteurs, parce que elle est ancienne chanteuse de cabaret, je crois. Et est-ce que j'ai compris, Enzo Ferrari avait au début voulait être chanteur d'opéra. Le truc, c'est qu'on parle, c'est-à-dire ils sont pas seulement, liés par une histoire d'affaires familiales. C'est que, alors déjà, je pense que comme tout bon, méditerranéen, je veux dire, toutes les affaires sont des affaires familiales, je pense en vrai, hein, et surtout à cette époque-là, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont aussi liés par un drame familial, qui est la mort de leur enfant. Donc en fait, la connexion, elle se joue dans ces deux cadres-là, quoi. Ce personnage-là, moi, là où je le trouve absolument magnifique et tragique, c'est qu'en fait, elle le lâchera jamais. Y compris dans cette logique-là, quoi. Et en fait, c'est-à-dire, ça reste le père. Elle lui accorde toutes ses infidélités, etc., etc. Mais en fait, il y a des points spécifiques. C'est-à-dire qu'elle veut rester la mère de son enfant. Et il y a tout ce point, en fait, qui est... Voilà. Et là, ça en dit quand même aussi beaucoup sur, des notions tribales, purement, des conceptions anciennes. Méditerranéennes. Non, mais même anciennes, à mon avis, en Méditerranée, c'est toujours là. Aujourd'hui, je pense que, on parle pas je pense pas justement que ça soit quelque chose qui soit... daté en fait à l'année où le film se déroule, quoi. Et je pense en fait que tous ces éléments là, en fait, une fois que t'es dedans, une fois que le film te donne tous ces éléments là, etc., les scènes en fait extrêmement marquantes, elles sont aussi marquantes à cause de ce genre de situation, quoi. Il y a on le dit, hein, et on spoil, hein, il y a une scène absolument traumatique pour moi, qui est un accident de voiture, où tu as, je veux dire, une dizaine de familles, en fait, qui se font décaper par une caisse, quoi. Et ils détournent absolument pas le regard une seule seconde. C'est pour ça que moi, je considère pas forcément que ce soit... Alors après, on va en parler après de ce genre de choses, mais... Je sais pas si on peut parler de spoil, parce qu'il me semble que le film est quasiment vendu en fait, moi, je m'y attendais pas. Après, apparemment, c'est un événement hyper traumatisant, même en Italie, tout court. On va dire qu'on arrive comme Rafik, c'est-à-dire si tu connais pas trop... moi, je connaissais pas. Si tu connais pas l'histoire de la marque, l'histoire italienne... Je suis même pas sûr, dans les bandes annonces, qu'il y avait cette scène-là. C'était peut-être laissé en... De toute façon, il y a d'autres accidents dans le film. Oui, il y en a déjà un premier avec... mais au début du film, quoi, et qui est déjà assez spectaculaire et tout. Mais en fait, ce que j'entends par là, c'est que en fait, déjà en soi, la scène est extrêmement bien faite, quoi. Je veux dire, elle est extrêmement viscérale et directe et tout, quoi. Et le deuxième point, c'est que quand tu pointes tous ces éléments en fait de vie, de quotidien en fait de cette époque-là. Ce drame-là, en fait, prend un aspect de tragédie, absolument, et en l'occurrence cinématographique, puisqu'on est au cinéma, quoi, mais vraiment, en fait, de ce temps, de cette période, de sociétal, de choses sociétales, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi, effectivement, merci, Pierrick. Et le seul point, moi, le seul truc qui m'a un petit peu sorti du film, c'est qu'il fait une autocitation, à ce moment-là, qui m'a un petit peu gêné. Une autocitation, parce qu'il y en a une plus tôt. Non, un tout petit peu plus tard, c'est quand justement Enzo Ferrari vient inspecter les lieux du drame, quoi, et en fait il y a la musique de la chanson d'Lisa Gara, la musique de Lisa Gara, en fait, qu'il utilise dans The Dead Can Dance, qu'il utilise dans Révélation. Et en fait, en tant que fan de Michael Mann, dans lequel il y avait une voiture qui brûlait, en fait. Ouais, mais en tant que fan de Michael Mann, en tant que parce que contrairement à Rafik qui aime pas Michael Mann, là, qui le traite de mec froid et tout, alors que c'est un cinéaste hyper sensitif. On a beaucoup exagéré, c'est tout. Ça, c'est un truc. Non, mais c'est un cinéaste hyper sensitif. C'est pour ça que moi, je peux pas. J'ai du mal à concevoir que ce soit quelqu'un qui fasse du papier glacé, quoi, tu vois. Je veux dire, Ridley Scott, oui, d'accord, mais tu vois... Je dis ça par rapport à la question du mélodrame. C'est pas un cinéaste mélodramatique. Extrêmement sensitif. Extrêmement... Insensitif, ça n'a rien à voir avec le émotionnel. Le mélo, c'est une exacerbation des sentiments auxquels il n'est pas habitué, sauf qu'effectivement, dans ce film-là, mais je pense que c'est aussi culturellement justifié. Le mec, il tourne dans des lieux qui sont chargés historiquement, déjà au niveau de la peinture, au niveau de l'architecture et même au niveau du cinéma. Il s'adapte à ça. Dans les années 50, en l'occurrence au moment où le film se déroule, les Américains viennent tourner leur mélo en Italie, les Vincente Minnelli, les Nicolas Ray, etc. Il emploie ce truc-là. D'ailleurs, ça a justifié la présence d'une nana, d'une actrice américaine, qui est l'ancienne de Tyrone Power et qui en fait traîne dans le coin.
c'est le pays du Caravage, donc tout le film, le film, il est cité, Caravage est cité dans une scène d'intérieur sur deux, quoi. Mais donc, Stéphane, toi, ça t'a gêné cette citation? Non, c'est pas que ça m'a ruiné la scène, pas du tout. C'est juste que je me suis dit pourquoi cette autocitation. Je me suis posé cette question, mais le problème c'est que tu te poses la question à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà un souci en fait. C'est-à-dire peut-être que la plupart des gens vont pas faire attention au fait qu'il irait faire ça, parce que Révélation reste malheureusement un de ces films c'est peu connu, finalement. Les moins connus, quoi. En tout cas les moins plébiscités. Plébiscité, oui, mais moins successful, quoi. Dans le Rokirama spécial, c'est un des plus gros échecs. Il y a un super article de Révélation. Je te laisse. J'étais avec toi le soir, on est allé voir le film en salle le premier soir où il est sorti, et bien sûr, tu vois, enfin je veux dire, nous on aime le film, mais je pense que si tu demandes aux gens, ils vont te parler du Solitaire, ils vont te parler de Hit, ils vont te parler de Miami Vice, et pas le film. Éventuellement Dernier Mohican, mais pas. Voilà, quelle date la sortie? C'était sorti en 99 aux États-Unis, mais c'était sorti en 2000 en France. Et en fait, en gros, le truc c'est que ce que j'entends par là, c'est que cette autocitation, elle m'a posé question. Je me suis vraiment dit, alors, Michael Mann ne fait, à ma connaissance, je crois qu'il fait pas vraiment ça. Je pense que justement, c'est un cinéaste. La raison pour laquelle on aime Michael Mann, c'est que ça reste, je pense, un cinéaste du futur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qui fait jamais le même film, en fait. Qui va. En fait, on peut considérer qu'il le refait ou le refait pas, mais le truc que je veux dire en tant qu'auteur, on va dire, mais ce que j'entends par là, c'est plutôt le côté je l'ai déjà fait, je passe à autre chose. Ouais. Voilà, ça c'est le côté. Et puis le côté aussi, je vais pas forcément là où on m'attend. C'est-à-dire que quand il fait Miami Vice, on s'attend pas à ce qu'il nous livre ça, quoi. Voilà, il fait pas du tout. Et pour le coup, il fait un film extrêmement austère et comment dire, et radical, mais pour moi, je trouve des bonnes raisons, quoi. Justement pour se défaire de toute cette notion de ce que Miami Vice représente en tant que série télé, quoi. Mais là, en fait, la citation, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un morceau qu'il avait déjà prévu au moment où il voulait faire le film dans les années 90? En 99, il était déjà sur le projet Ferrari. Bien sûr, il est dessus depuis 93. Et encore une fois, dans la scène en question de The Insider, il y a une carcasse de voiture. Bien sûr, mais et moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle foutait là en fait, cette carcasse. En fait, il y a effectivement, j'ai revu le film en plus récemment au Christine parce qu'il le passe en ce moment, donc je voulais le voir en salle et tout, quoi, et je voulais le revoir en salle, Révélation. Et effectivement, cette scène, c'est presque une scène de moi ce que j'appelle, c'est comme le loup qui apparaît dans Collatéral, en fait, c'est des scènes de poésie urbaine en fait qui sont là et tu te dis mais ok. En fait, j'accepte. Ça peut sortir les gens du film, mais quand effectivement tu connais Révélation, etc. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien dans le. Bon, déjà la chanson elle est magnifique, mais ça fonctionne super bien dans l'instant. Mais c'est vrai que tu dis tiens, c'est une réminiscence d'un truc. Il faut avoir vu effectivement. Si on doit parler des choses qui nous ont gênés dans le film, il y en a quand même une, qui dure tout le film pour le coup et qui moi m'a effectivement gêné. J'ai réussi à en faire abstraction au bout d'un moment. C'est l'accent italien des comédiens. Je suis d'accord. Ça m'a perturbé. Moi, j'ai occulté assez rapidement ce problème-là parce que sinon on s'en sort pas. T'as l'impression d'être dans la famille de Super Mario quand même. Donc c'est un peu problématique. Déjà, on en avait parlé. On n'est pas passé directement à un anglais correctement parlé, quoi. Mais on en avait parlé à l'époque. Rafik n'était pas là, Pierre toi non plus d'ailleurs, avec Julien. Sur le film justement avec Adam Driver et House of Gucci. Ouais, voilà. Ah oui, de Ridley Scott. Scott qui est bon là c'est littéralement ridicule dans House of Gucci. J'ai eu la même problématique effectivement. C'est le premier truc en fait où je me suis dit voilà, mais après je me suis posé une autre question par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs italiens dans le casting. C'est-à-dire je suis allé regarder du coup et je me suis dit est-ce que c'est un choix qui justement en fait permet, parce que encore une fois Michael Mann c'est le genre de réalisateur en fait qui ne va pas utiliser de maquillage pour certains de ses comédiens. Alors là en l'occurrence sauf s'ils sont grimés pour apparaître dans les personnages, mais on sait par exemple que Ashley Judd sur Hit en avait parlé, en fait elle n'est pas maquillée, elle n'est jamais maquillée, et d'ailleurs en fait ça se voit, en fait il y a des moments où il y a littéralement elle a des boutons sur les joues en fait, et Michael Mann c'est son credo justement, c'est quelqu'un qui a grandi entre guillemets avec le cinéma vérité, et en fait qu'il a attrapé avec le film noir et qu'il a tout concassé dedans et qui est parti faire son style à lui, quoi. Donc ces notions là c'est pas pour dédouaner, c'est un problème pour moi aussi quand même dans le film, la notion des accents, quoi. Mais je me suis vraiment demandé s'ils se sont dit bon, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'on fake les accents des acteurs américains et qu'on s'adapte en fait aux acteurs italiens plutôt que de. Le fait est que les personnages existent assez rapidement pour que tu puisses passer outre. Oui.
Et l'accent d'Adam Driver est moins pire dans Ferrari que. Largement, mais bon, on sent qu'il a travaillé entre les deux. Après, dans House of Gucci, il y a le pire acteur de l'histoire de l'humanité. Il y a Jared Leto dedans, et qui lui joue littéralement comme Super Mario, dans House of Gucci, quoi. Donc, non, on arrive assez vite dans le film à une scène qui, à mon avis, nous permet justement d'accepter cet accent et il y a une bascule, on va dire, émotionnelle, puisqu'en fait, le début du film, on le voit vraiment quitter cette maison et se confronter à sa femme et tout ça. Mais le personnage ne se révèle vraiment qu'arrivé au cimetière lorsqu'il va voir sur la tombe de son fils. Et alors c'est intéressant parce que c'est une scène qui fonctionne comme un confessionnal, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va tout lâcher, quoi, en fait, à ce gamin qui n'est plus là. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'il est suivi donc par la mère de l'enfant, puisque t'as compris qu'ils vivent ensemble et séparés en même temps. Et elle ne dit pas un mot. Et la caméra va s'attarder très longtemps sur son visage en te laissant, toi, spectateur, déduire tout ce qu'elle est en train de lui dire sans les mots. Mais c'est aussi une façon d'annoncer au spectateur que elle, tu sauras jamais. D'ailleurs, le film, c'est un film sur Enzo Ferrari, il faut le dire. C'est lui le centre d'attention, donc tu vas rentrer très profondément dans son psychisme et il est assez compliqué puisque c'est à la fois quelqu'un d'extraordinairement rationnel quand il s'agit d'automobile et de mécanique et complètement chaotique quand il s'agit de sa vie intime. Mais elle... Et même des relations humaines. Ses réactions, ses manipulations, on va dire, enfin tout ce qu'elle fait à la banque et tout ça, tu ne sauras jamais concrètement qu'est-ce qui s'est passé en elle pour qu'elle prenne telle ou telle décision. Et c'est résumé magnifiquement, je trouve, dans cette scène de l'opéra. Au cimetière, en fait. Le fait de pas te dire ce qu'elle pense, ce qu'elle est, ça t'invite en tant que spectateur à travailler, en fait, à te mettre à sa place et à te dire, mais en fait, là, elle lui en veut pas vraiment. Là, elle est en train de chercher un point d'accord avec lui qu'elle ne parvient pas à trouver, quelque chose qui permettrait de se débarrasser de cette colère et de ce deuil, etc. Et lui donne pas l'occasion de rentrer sur ce territoire. Enfin, tu vois, en tant que spectateur, ça te fait bosser, si tu veux. Parce qu'il aurait très bien pu la laisser d'une certaine manière en arrière-plan et de dire je m'en préoccupe pas, mais alors qu'elle est très présente dans le film. Oui, puis il y a toute la tension jusqu'au bout, avec le rapport avec la banque, etc. Donc de toute façon, ils sont liés, pieds et poings liés, je dirais, tout au long du film, en fait. Mais tu vois, il y a plusieurs enjeux. Moi, une de mes scènes presque favorite, je dirais, du film, déjà parce que je trouve la photo magnifique, c'est quand donc elle découvre le lieu où vit la femme légitime de son mari, quoi, la fameuse maison, et donc c'est une maison qui nous a déjà été présentée à nous spectateurs au début du film, et d'une façon très calme et bucolique, parce que vraiment le début du film, c'est après les fameuses images d'archives, on rentre dans cette chambre qui est d'une couleur un peu ambre, donc très douce. Un peu orangée. Voilà. C'est ça, voilà. Et effectivement, elle fait pousser des orangers dans son jardin. Il veut pas faire de bruit, donc il démarre même pas le moteur de sa voiture. Il utilise la pente pour descendre avant d'enclencher le moteur, etc. Et ce qui marche pas d'ailleurs parce que la jeune femme finit par se réveiller quand même. Et donc lorsque Penelope Cruz arrive, il y a une sensation presque de film d'horreur en fait. C'est une invasion et elle a les cheveux noirs très ébouriffés dans le film et tu te demandes pourquoi, mais ça prend tout son sens dans cette scène-là parce que elle arrive devant cette belle maison avec ce lierre qui est en train de couvrir les murs et il y a sa chevelure noire vraiment d'araignée quoi qui vient se mettre par-dessus. Elle tourne la tête sur le côté et là t'as un rayon de lumière qui vient frapper son visage et t'arrives pas à décrypter, tu vois, si c'est de la malignité, de la méchanceté ou si au contraire elle est en train de trouver que cette maison est magnifique parce que la maison est quand même particulièrement belle. Enfin voilà, j'adore cette idée que le film te fasse travailler en tant que spectateur, t'oblige à te dire mais qu'est-ce que ce personnage est en train de ressentir réellement au-delà des conventions clichés du genre oui elle a trouvé la maison de la maîtresse, elle est pas contente. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça construit encore son personnage pour la suite en fait. C'est ça. Il n'y a pas une réaction tout de suite de sa part. Elle sait que c'est pas son ennemi cette femme.
Donc je trouve ça vraiment et c'est jamais dit par les dialogues. On te force jamais à cette conclusion. Tu y parviens en tant que spectateur attentif, quoi. D'ailleurs, moi, c'est un point, je pense aussi du truc, c'est que ce personnage de la troisième femme, enfin de la deuxième femme, en fait, elle n'existe finalement pas assez. Je trouve, elle existe. Elle est moins présente. Elle existe à travers son fils. Elle est moins présente par les réclamations qu'elle pose vis-à-vis de son fils. Elle existe par tous les autres personnages, en fait, plus que par elle-même. Et voilà. Bon, moi, on en avait parlé parce que c'est l'actrice de Misanthrope. Moi, j'ai pas une très grande actrice pour moi. Pareil, j'ai l'impression que c'est aussi une des forces en fait de en fait elle est bankable, donc faut qu'on la mette dans le film, donc voilà. Et voilà, je pense que c'est chez Ellen Woodley. Je pense qu'il manque un truc avec ce perso pour le faire complètement fonctionner, quoi. Et je pense que ça fait partie des manques. C'est étrange en fait, je trouve, de la part d'un mec comme Michael Mann, en fait, mais c'est là où je trouve que c'est que Michael Mann, il te fait exister. Par exemple, quand tu regardes Hit, encore une fois, il y a des persos qui apparaissent et qui disparaissent littéralement en fait le temps de 3 scènes, et tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles, et c'est pas des grands comédiens, hein. Je veux dire, moi j'adore Danny Trejo, hein, mais c'est pas un grand comédien, Danny Trejo. Et le truc, c'est que en fait, là, il est formidable dans Hit. Donc le truc, elle est le premier personnage dans le film. Oui, qui apparaît. Excusez-moi pour l'analogie bagnole, à faire freiner Enzo. D'ailleurs, le mec, il est quand même en train d'avancer dans ses trucs et dans ses projets, dans ses machins. Et à un moment donné, elle a une séquence, elle est la seule. Genre, aucun des techniciens qui travaillent pour lui n'arrive jamais à lui dire stop, tu vois. Et à un moment donné, elle arrive et elle fait stop. Assieds-toi, ouais. Puis c'est avec elle qu'il incarne aussi, qu'on voit ses facettes plus douces, parce qu'en dehors de ces moments où il est avec elle, moi je trouve le personnage assez détestable à plein de moments. Oui, il est assez antipathique. Et finalement, il retrouve d'Enzo. On retrouve de la sympathie pour lui quand on voit que il est capable quand même. Mais sur le papier, c'est la personne qu'il aime. Ça, et c'est précisé, c'est dit. Et pour le coup, je trouve que ça Penelope Cruz, c'est la personne qui l'a aimé. Tu vois, c'est tout le problème que j'ai moi avec le film. C'est-à-dire que, je veux dire, passer une scène de flashback où elle lui dit qu'elle est enceinte et il a une réaction, quoi. Le truc, c'est que, en fait, je trouve que pour le coup, ça fait partie des choses où il y a, à mon sens, en fait. Je veux dire, l'hypersensibilité de Michael Mann, en fait, la façon dont il présente ces choses-là, il arrive à les présenter. Je veux dire, ça reste à 300% un film de Michael Mann quand on regarde le film. Après, pour moi, pas forcément quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, on va dire. Voilà, peut-être que c'est un film qui aurait dû... c'est un film qui a coûté cher, hein, c'est un film qui a coûté 100 millions, mais qu'est-ce que c'est 100 millions aujourd'hui, je veux dire, dans la fabrication américaine, quoi. Et peut-être que ça aurait, justement, il y a des manquements aussi là-dedans, mais après, ça reste que, par exemple, la façon dont il va filmer les courses de bagnole, je veux dire, avec, comment dire, la présentation de l'horizon au bout du cadre et tout, c'est le truc primordial, c'est le truc que tu calcules. Je veux dire, c'est du Michael Mann pur et dur, quoi. Ouais, justement, donc, on parle des personnages depuis tout à l'heure, il nous reste pas tant de temps que ça non plus. Donc parlons un peu de la mise en scène de l'image. Rafik en a beaucoup parlé déjà dans la scène, hein, comment dire, de la découverte de la maison. C'est de la mise en scène, hein, ce dont parle Rafik, quoi. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette notion. On parlait du Caravage. On sait en fait que, comment dire, Michael Mann, c'est quelqu'un qui travaille sur des logiques picturales, en fait. Donc quand il va, c'est hyper connu maintenant aujourd'hui que en fait il s'est inspiré d'un tableau. Qui s'appelle Pacifique, en fait, pour la maison de Robert De Niro dans Hit. Voilà. Bon, l'auteur de ce tableau est beaucoup moins connu que le Caravage, évidemment, mais le truc, c'est que voilà, là, il s'adapte au truc, et effectivement, tu te retrouves avec des scènes d'intérieur absolument, comment dire... Là, pour le coup, je pense même pas que ce soit une question d'austérité, je pense que c'est vraiment une question de pure, tu vois, comment dire... Non, c'est du clair-obscur. Voilà. Mais parce que c'est un style pictural qui s'adapte bien, justement, à cet esprit, j'y reviens, opératique, mélodramatique, d'antagonisme, en fait, de quelqu'un qui est travaillé par deux émotions contradictoires, et tout le film, c'est ça. Hein. Ouais, jusque dans le choix même de la mère, de sa mère à lui, qui a un physique incroyable et on a l'impression qu'elle est sortie d'une peinture, quoi, d'une toile de maître. Hein, elle a un charisme incroyable, cette nana. Et on la voit pas souvent, hein, comme tu disais. On la voit pas beaucoup, mais quand on la voit, elle est présente, quoi. Et les contrastes violents, ils sont aussi comme présents dans l'idée qu'on nous parle de voiture de course, dans un
dans un paysage qui est le paysage le plus doux qui soit. Enfin, encore une fois, l'Italie, c'est magnifique. Et d'ailleurs, dans le générique de début, on a ça avec cette bagnole, parce qu'il conduit comme il conduisait quand il est 403 là. Voilà. Mais il la conduit, pareil, avec des cuts sur la boîte de vitesse et tout ça. Il y a un moment, même au début, moi connaissant pas l'histoire, je pensais qu'il allait avoir un accident de bagnole dans la première séquence, à la Laurence d'Arabie, quoi. Bref. Et la caméra s'arrête, c'est-à-dire la voiture sort du champ et elle s'arrête sur un arbre qui est là. Lui tout tranquille, tout beau. Et dans la course finale, c'est ça qui vraiment est frappant, c'est de voir ces bolides d'une élégance qui roulent sur des routes foncer sur des routes des départementales d'une douceur absolue, etc. Et ça donne ce contraste saisissant. On parle un petit peu de la technique parce qu'il y a quand même eu des... Alors, attends, je voulais juste dire un truc moi sur le film, parce qu'en fait ça faisait... T'entends trop parler, Pierre. Ouais, non, mais ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas vu un Michael Mann. Ouais, le précédent c'était Black Hat. C'était Black Hat, qui est un film malade, mais que j'aime bien par plein d'aspects, mais qui est quand même un film particulier. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner ? En fait, j'avais quand même une espèce d'appréhension à découvrir Ferrari, surtout quand on sait que c'est un projet de 20-30 ans. Enfin, on sait que les grands réalisateurs, quand ils mettent autant de temps pour faire un projet, au final, c'est parfois un peu décevant. Donc j'avais pas mal d'appréhension. J'étais assez vite rassuré parce que je suis rentré dedans tout de suite et c'est un vrai film de Michael Mann, il n'y a pas de doute. Il a quand même 80 ballets, c'est ça ? Et moi, ce qui m'a vraiment à la fois passionné et en même temps un peu angoissé, c'est que c'est quand même un film qui est sur la mort en permanence, quoi. C'est sur le deuil d'abord, mais après c'est que sur la mort. Et lui, c'est un ange de la mort en fait. La moindre personne qui l'approche, elle dégage, quoi. Elle meurt dans les minutes qui suivent, quoi. C'est incroyable, que ce soit le pilote, etc. Et d'ailleurs, il l'annonce quand il fait son premier essai, là, l'autre pilote avec l'actrice. Non, avec une autre actrice, je sais plus comment ça se passe. Et il lui dit, oui, j'ai bien connu ta mère, etc. Et au bout du 3e virage, le mec, il meurt, quoi. Tu fais, putain, c'est chaud. Et en fait, je me suis dit, mais dans quelle mesure ça l'a passionné, en fait ? C'est-à-dire que lui, il arrive à avoir 80 ballets, donc il est plus proche de la fin que du début, hein, clairement. Et moi, j'ai toute cette odeur de mort, jusqu'à la scène finale qui est quand même... la scène de l'accident final qui est quand même terrifiante, vraiment. Une violence incroyable, et effectivement, il ne fait pas d'économie sur l'image. Tu dis, mais waouh. En fait, et là, c'est là que je me suis demandé quelle était l'envie de portraitiser ce personnage-là, à ce moment-là, en fait. Tu te dis, mais pourquoi Enzo Ferrari, en 57, à ce moment-là, avec autant de gens qui meurent autour de lui, et lui, il s'en fout un peu, en fait. Enfin, honnêtement, il avance, il continue à avancer, à part la mort de son fils. Il dit qu'il a construit un mur. C'est ça, voilà. Exactement. Ah, il dit pas ça comme ça. Enfin, il parle de ceux qui construisent un mur et de ceux qui font autre chose. Lui, il continue à avancer, en fait. Et moi, je me suis dit, putain, bon, j'espère que c'est pas son dernier film, parce que pour le coup, ça fait un peu... Là, il est prévu de faire... il a écrit la suite de Hit en roman. De toute façon, c'est évident qu'il l'avait déjà fait avec Ali. C'est évident, quand il fait un film comme ça, il parle aussi de lui à travers le personnage de Ferrari. Ça, c'est sûr. Il essaie de se comprendre lui, que ce soit par rapport à la technique, par rapport au caractère ingénieur, à l'obsession, et effectivement, comme le dit Stéphane, à cette complexité de ses émotions intimes qui en fait n'arrivent pas à sortir tiraillées normalement. Pour être un peu le seul fan de sport automobile dans cette pièce, je me permets aussi d'ajouter qu'Enzo Ferrari, il est réputé pour être un perfectionniste. Alors ça se voit dans le film, hein, c'est très incarné, comme vous le disiez un peu plus tôt. Il a des répliques très cash, très directes, il est très dur et exigeant avec tout le monde autour de lui. Et ça reflète aussi un peu ce qu'on connaît de Michael Mann, hein, qui a été souvent très disputé par ses acteurs parce qu'il était très exigeant, il est très précis dans ce qu'il veut, et il y a beaucoup de ressemblances. Moi, je reviendrai aussi un peu sur ce que dit Pierrick, sur qu'est-ce qu'il recherche. Il y a un point qu'il faut noter sur la scène finale de l'accident, c'est que c'est des familles qui meurent. Oui, tout à fait. Il y a une mise en place. La mise en place, il y a une mise en place qui est incroyable. Moi, à 15 minutes de la fin, on te représente des nouveaux personnages. Tu te dis, tiens, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, tu t'aperçois quand il balaye, quand t'as ce travelling où on revient sur tous les corps, ce ne sont que des parents, des enfants, des mères. Et il y a quelque chose de mortifère sur la famille. Donc on parlait de cette histoire de fils défunt, et Enzo Ferrari qui cherche son héritier. Pour moi, quand j'ai lu le pitch de Ferrari il y a quelques années, je me disais, tiens,
on dirait un film sur l'héritage où Michael Mann, quelque part, est-ce qu'il serait pas en train de se poser des questions sur qu'est-ce qui va rester de lui, quel va être son héritage, et c'est assez intéressant parce que c'est, en tant que producteur, il a essayé de lancer des carrières. Alors il a produit Peter Berg, il a bossé avec Rob Cohen, il a produit le long métrage de sa fille qui est sympathique mais qui a pas donné suite à grand chose. Et on a un peu l'impression qu'il y a le cinéma de Michael Mann est en train de disparaître, et même avec lui. Et je trouve ça assez... Enfin, le cinéma de Michael Mann, il y en a qu'un. C'est Michael Mann. Voilà, à un moment donné, il faut aussi, c'est pas la peine en fait, je pense en fait, il faut pas leur chercher des héritiers. Je dis ça parce que ce qui est problématique en fait, justement dans le cinéma américain, c'est que déjà Hit, je sais pas combien de personnes l'ont pompé comme des cochons là, et c'est nul à chaque fois. Donc voilà, donc le problème c'est que non, moi je pense qu'il faut pas, comment dire. Je pense qu'il faut accepter la fin des choses. Hein. C'est aussi un des trucs les plus. C'est ce qu'on reproche à Marvel et compagnie. Hein. C'est justement de jamais proposer la fin. Et que les choses ont un prix aussi. Voilà. C'est-à-dire que. Comment dire, on évoquait la question de que ce soit dommage que ce film ne puisse pas être vu en salle. Voilà, parce qu'effectivement, toute la scène donc de course qui conclut le film est incroyablement spectaculaire. Mais c'est dû à quoi ce caractère spectaculaire ? C'est un film donc et c'est pas de la pose qui s'est fait sans image de synthèse, sans CGI, où ils ont reconstitué des voitures eux-mêmes. Il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça. Et les accidents de bagnole, c'est des vraies carcasses. Et d'ailleurs, c'est tellement fait entre guillemets à l'ancienne. La scène de l'accident en question, il y en a plein du CGI dedans. C'est tellement fait entre guillemets à l'ancienne que tu grilles même les mannequins dans le premier accident auquel tu assistes. À moins que Michael Mann soit un menteur, mais enfin c'est lui qui. Non, c'est pas une question de menteur, c'est que tout le monde ment sur ces choses-là. C'est pas Ridley Scott si tu veux quand il dit. Non, mais moi je le vois à l'image, je vois bien que les mecs. La scène de l'accident avec les gosses et tout, c'est du CGI à fond la caisse. Il y en a plein du CGI dans cette scène. Oui, évidemment avec les gosses. Mais pas que les gosses. Là, je parle des bagnoles. Je parle de Moi, je pense qu'il y a du CGI aussi là-dedans, mais c'est pas grave en plus. C'est possible. Tu vois, je veux dire, on peut. Tu vois, il y a pas encore une fois. Je pense pas que ça soit. Je pense qu'il y a justement en fait Je voulais en venir au fait, alors moins que tout ce qui a été dit sur le film soit faux, mais que ce soit du chef opérateur ou de Michael Mann, que les prises de vue se sont vraiment faites à la vitesse à laquelle on les voit. C'est-à-dire que basiquement, ils roulaient quand même à 170 km/h en essayant d'obtenir des plans qui sont des plans par moment de malade mental. Enfin, je veux dire, il y a des travelling qui passent derrière les mecs à ras du sol, d'une roue à l'autre, etc., pour lequel ils ont monté des rigs spécifiques avec des caméras qui ne vibrent pas trop. Et tout le film a été tourné avec la Venice 2 de Sony, quoi, qui est une caméra très, je dirais, pas fragile, mais voilà, il a fallu quand même des rigs sacrément solides, et du coup il a fallu les construire. Ça veut dire qu'il a même dû penser en mode Ferrari, du genre comment je vais faire un rig qui permette à la caméra de pas vibrer à une telle vitesse. Et donc forcément ça donne, sur les kilomètres et les kilomètres de plans qu'ils ont dû tourner sur ce film-là, ça donne des plans sélectionnés qui sont waouh. Enfin, il y a plusieurs moments où moi j'ai vraiment fait des waouh. Surtout quand on voit rarement des courses comme ça, filmées comme ça en fait, avec des voitures comme ça, filmées comme ça. Et c'est marrant parce que le film, je trouve qu'il discute aussi pas mal avec Ford versus Ferrari, parce que c'est pas tout à fait la même époque, mais mine de rien, c'est un peu aussi. Enfin, Ford versus Ferrari, ça commence avec les gens de Ford qui vont essayer de racheter Ferrari dans les années 60. C'est à la même époque, c'est un peu ce que raconte. Donc finalement, c'est un contrepoint qui est hyper intéressant parce que moi j'adore Ford versus Ferrari, mais c'est pas du tout le même genre de film. Non. Et je trouve que les deux sont passionnants pour des raisons différentes. Et c'est aussi un film qui parlait de cinéma. Exactement, de cinéma, de production, de tout ça. Et les deux s'appuient sur le même bouquin à l'origine. Ah oui, parce que là j'ai vu que c'était tiré d'une autobiographie ou d'une biographie de Enzo Ferrari. C'est Enzo Ferrari, L'homme et la machine, je crois. Ouais, mais en fait, du coup, ça parle aussi de mort aussi dans Ford versus Ferrari, puisque t'as des accidents dramatiques qui arrivent pour le. Mais d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que Michael Mann en a parlé. Il a dit si j'avais fait le Ford versus Ferrari, j'aurais filmé la mort de. Il l'aurait vraiment filmé en fait. Il aurait montré que c'est un suicide.
Ah oui, ok. C'est-à-dire qu'il a foncé droit dans le mur. Ouais. Alors là, on a spoilé Ford versus Ferrari. Mais ouais, non, le mais truc, bon. c'est que. Deux spoils pour le prix d'un. Voilà, mais en fait, il l'a dit ouvertement, j'aurais filmé cette scène comme un suicide. Mais après, bon, je vais pas mettre une pièce parce qu'on doit vraiment boucler là l'affaire, mais le truc c'est que je pense aussi que là où c'est charnière, c'est que c'est le moment où Ferrari devient Ferrari vraiment. C'est-à-dire, et là je parle de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le pacte qui est scellé entre lui et sa femme, quand il lui dit tu ne t'encaisses pas ce chèque, en fait, et qu'elle l'encaisse quand même, en fait, c'est qu'elle le tient par les couilles. Et c'est elle qui va financer, en fait, en gros, la renaissance. Et quelque part, elle va le forcer à rentrer dans l'industrialisation, en fait. Je pense que c'est un film sur ça, sur la Renaissance. On le précise parce que le film le dit pas, enfin si, je crois qu'il le dit dans un carton à la fin, mais en gros, le Pierrot, le petit, c'est le patron de Ferrari aujourd'hui. Donc en gros, ça a été le patron de Ferrari pendant toutes ces années. Donc il a quelque part été reconnu. C'est un enjeu dans le film, hein, de savoir si est-ce qu'il va s'appeler Ferrari ou est-ce qu'il va prendre le nom de sa mère qui s'appelle Lardy, etc., etc. Et c'est d'autant plus un enjeu, encore une fois, dans ces sociétés, du sud, c'est le pro et le perso qui se mêlent, et ce moment charnière où vraiment tout bascule. Voilà, donc je pense qu'il y a cette notion où effectivement c'est un film qui parle de la mort, hein, clairement, quoi. Mais je pense que c'est un film qui, si tu le regardes en fait à l'aune de ce que représente Ferrari dans l'histoire de l'automobile et dans l'histoire de ces industriels de ces 70-80 dernières années, c'est la naissance réelle. En fait, de cette marque, on va dire, parce que c'en est une, hein, de cette marque en fait reconnue mondialement, quoi. Donc après, je sais pas si c'est exactement ça dont il voulait forcément parler, mais lui, ce qu'il en fait, encore une fois, c'est il en fait une image qu'on a vu 1000 fois, mais qui là prend vraiment tout son sens. C'est lorsqu'elle lui annonce en gros le deal, quoi. Voilà, t'as pas le choix, c'est comme ça que ça va se passer. Elle reste assise et lui va à la fenêtre, donc il nous fait face. Il est face à son propre reflet, on imagine, mais nous on regarde ses yeux et on la voit elle derrière, qui a la tête tournée vers lui. En plus, il est trop beau ce plan. Il est magnifique ce plan, mais il est magnifique parce qu'il a du sens. Parce que c'est un moment du film où, encore une fois, on dit au spectateur, c'est à toi de jouer là. Il se passe quoi dans leur tête? T'es censé comprendre tout ce que Ferrari est en train de, toute la liste de choses qu'il est en train de voir défiler de sa propre vie, quoi, qui sont remises en jeu par cette femme qui en fait ne veut pas sa mort, quoi. Elle veut au contraire, comme tu dis, sa renaissance, mais ça a un prix, ça a un coût. Non, c'est assez magnifiquement fait, quoi. Mais c'est vrai que pour partager ce que dit Pierrick, le fait que le film se termine quand même de façon funéraire. Ça s'ouvre comme ça, ça se termine comme ça. Ouais, et puis il y a non, j'ai mangé ce que je voulais dire, excusez-moi. Non, mais enfin on peut en parler d'autres, enfin je veux dire, bon, voilà, pour boucler, on peut dire que Scorsese il fait la même chose aussi avec Killers of the Flower Moon. En fait, c'est ça. Eichmann, enfin voilà, c'est des gens qui approchent effectivement de la mort. Après, Michael Mann, il l'a dit lui, hein, pour le coup, il est côté Ferrari, hein, il est côté moi j'arrête pas. Quand un mec lui a dit mais vous avez 80 ans, vous sentez votre âge, je vais rien à foutre. Et en fait, il continue et tout. Donc bon, c'est voilà, je pense que l'âge il se sent dans le poids du film qui est peut-être moins oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait virtuose que je trouve que c'est quand même la première fois qu'il fait un film sur un personnage, que ce que disait Clément tout à l'heure, un personnage aussi antipathique en fait. C'est-à-dire que alors peut-être qu'il l'est pas à ses yeux, mais en termes de spectateur, en plus il est tiraillé par deux femmes, enfin il est ballotté entre deux femmes, ce qui n'est pas l'habitude non plus dans les films de Michael Mann. C'est-à-dire que d'habitude t'as toujours un contrepoint féminin qui fait que effectivement ça ouvre d'autres perspectives, etc. Là, il est vraiment ballotté entre les deux et ses réactions sont toujours assez froides et ouais, enfin hyper froides, quoi. Je pense et du coup, c'est pour ça que moi j'étais un peu et c'est la fin de révélation, les personnages, t'es à fond avec eux, mais même avec, t'es derrière De Niro, t'es derrière Pacino, ce qui est quand même assez incroyable d'ailleurs, derrière les deux, alors que c'est deux antagonistes. Là, moi, c'est cette froideur-là qui m'a un peu. Je me dis, bon, de quoi il veut nous parler en fait avec ce personnage? Qu'est-ce qu'il fascine? Donc c'est un peu tout ce que vous avez dit, hein, le côté obsessionnel, etc., que ça a toujours été dans ces personnages. Mais même dans Black Hat,
c'était un héros le mec, tu vois. Enfin voilà. Vous avez remarqué la démarche des personnages, oui, carrément. Le fait qu'ils soient caractérisés par leur façon de marcher. Tout à fait, lui, Enzo, boitille un peu tous. Enzo, il a des jambes trop grandes qui font qu'il est un peu arqué toujours, et sa femme, elle marche comme une merlois en fait. Elle est presque au pas. Et d'ailleurs, il faudrait vérifier au plan par plan, mais j'ai l'impression qu'il réserve la profondeur de champ uniquement à des gens qui gravitent autour de l'écurie Ferrari. C'est-à-dire que quand il filme, par exemple, le pilote du concurrent qui arrive à la gare, c'est en très longue focale, quoi. Alors que lorsque le futur pilote Ferrari arrive, lui il est filmé carrément en contre-plongée gracieuse, etc. Enfin, il y a tout un jeu sur la profondeur de champ qui apparaît, qui disparaît. Je sais pas après, parce que justement le plan dont tu parlais, en fait, où il se parle, où en fait il définit justement devant le miroir, et il y a de la profondeur de champ, et en fait il joue avec la présence avec de sa femme, parce que elle fait partie de l'écurie, si tu veux. Bon, une bonne occasion de le revoir. Oui, certainement. Voilà, donc en plus, c'est dispo sur Amazon, donc vous pouvez le regarder à peu près 50 fois par jour, si vous voulez. C'est ça. Un film cotisez-vous, si vous avez toute une bande autour de vous, familiale et tout, vous cotisez, vous louez une salle de cinéma et vous vous faites diffuser le film. Vous avez logiquement le droit. Tu m'as piqué ma sortie. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ferrari, donc de Michael Mann, un film qui parle de mort, mais de renaissance aussi, et évidemment de voiture. C'est dispo sur Amazon Prime depuis ce vendredi 8 mars, et notre conseil donc c'est que louer une salle de cinéma ou bien squatter le home cinéma de vos amis qui ont un abonnement à Prime, comme ça vous pourrez le voir dans de bonnes conditions et l'apprécier à sa juste valeur. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Pierrick, Stéphane, merci. Merci Clémence. Et puis merci Alain, bien sûr. Merci à tous. Et puis merci à vous, merci d'avoir contribué à la naissance de notre nouveau MOOC avec toutes vos précommandes. On le rappelle, il sera dispo le 3 avril en librairie. Si vous nous découvrez pour la première fois, bien pensez à vous abonner que ce soit sur YouTube ou en podcast pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et puis si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir. Pour ça, vous pouvez le faire avec KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee.com. Nous soutenir, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, vous souscrivez donc à un don ponctuel, un don récurrent, et ça vous donne accès à notre Discord privé, mais aussi à l'écoute de nos émissions en avant-première, et puis également à des tarifs préférentiels sur les fameuses séances capture qui soutiennent quasiment une fois par mois. Voilà. Donc pour ça, rendez-vous sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez aussi évidemment parler de nous à votre entourage, mettre des petits cœurs sur les applis de podcast pour nous faire remonter dans l'algorithme, ou encore relayer nos contenus sur les réseaux sociaux. On compte sur votre soutien. On se retrouve un petit peu plus tard dans le mois pour vous parler du reste de l'actualité du mois de mars. Salut! Restez pas là, y'a rien à voir, dégagez!